C'est donc mardi que le premier ministre Mark Carney va dévoiler qui va faire partie de son Conseil des ministres. Alors, on peut penser qu'il va devoir faire des choix difficiles. Est-ce qu'il va récompenser les députés du Québec qui l'ont aidé à se faire élire, à former le gouvernement? Quelle place aussi pour l'Alberta, par exemple, ou la Saskatchewan? Et les femmes, est-ce que ce sera un Conseil des ministres paritaire? Alors, on en parle avec nos chefs de bureau ce soir, Louis Blouin à Ottawa, Sébastien Bovet à Québec. Bonjour, messieurs. Bon après-midi. Donc, c'était une grosse semaine, Louis, pour Mark Carney, cette visite à Washington, à la Maison-Blanche. Mais ce sera une autre grosse semaine la semaine prochaine. Le cabinet qui sera donc dévoilé mardi. À quoi on doit s'attendre? Oui, premier ministre assez hyperactif pour ses premières semaines, ça c'est clair. Alors, il y a certaines choses qu'on va surveiller. Effectivement, la place du Québec, une province à qui il doit beaucoup, Mark Carney, en raison de sa victoire. La représentation régionale dans un contexte de tension dans la Fédération canadienne, particulièrement avec l'Ouest canadien et l'Alberta, mais aussi la place qui sera faite aux femmes. On peut commencer peut-être par le Québec, si vous voulez. On va explorer quelques noms qui sont sur notre radar. Là, il n'y a pas de décisions finales qui ont été prises, on ne dispose pas d'informations privilégiées, mais il y a quand même des sources qui nous ont pointé vers certaines personnes qu'il faut surveiller. Alors, au Québec, bien sûr, je vais regarder, moi, la région de Québec, parce qu'on nous laisse entendre qu'il pourrait y avoir un ministre, soit Jean-Yves Duclos, qui avait été écarté dans l'ancien Conseil des ministres, ou Joël Lightband aussi, qui fait partie de la plus jeune génération, qui a appuyé Mark Carney assez tôt dans le processus. Par ailleurs, Carlos Letao, ancien ministre des Finances aussi du Québec, qui pourrait peut-être se joindre au groupe, peut-être pas à Finances, parce qu'on pense que M. Champagne va rester là. Mais par exemple, Trésor, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui a à voir aux chiffres, développement économique? Bref, ça, c'est un qui est sur notre radar. Nathalie Provost, survivante du massacre de Polytechnique, militante pour le contrôle des armes, qui pourrait se retrouver avec un dossier, par exemple, comme la condition féminine, entre autres. Alors ça sera à surveiller. Et je regarde, moi aussi, Marjorie Michel, ancienne chef de cabinet adjointe de Justin Trudeau, qui s'est fait élire dans la circonscription de l'ancien premier ministre, connaît bien les rouages du gouvernement. Et je regarde aussi Mandy Gull-Mafti, qui est dans la région de l'Abitibi, ancienne grande chef de la nation Cri. Alors, elle aussi pourrait éventuellement représenter une candidate intéressante. Puis évidemment, il y a le reste du pays. Peut-être aller faire un petit tour dans l'Ouest. Gregor Robertson, ancien maire de Vancouver, profil vert, environnemental. Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife également, qui, elle, est donc plus au nord. Mais évidemment, le gros morceau qu'on regarde, c'est dans les prairies canadiennes. Buckley Bélanger, qui a percé le mur conservateur en Saskatchewan, lui pourrait représenter, c'est lui qui a fait cette tache rouge dans le nord de la Saskatchewan, dans cette mer bleue. Alors, pour être un candidat intéressant. Et si M. Carney veut représenter les intérêts de l'Ouest, il pourrait choisir M. Bélanger et peut-être ajouter un député albertain. Il y en a deux libéraux en Alberta, dont Eleanor Oleski ou Corey Hogan. Mme Eleanor Oleski, elle est une vétérane, entre autres. Alors, ça peut être un profil quand même intéressant. Et puis, je finis avec l'Ontario. Un autre nom que je surveille, c'est Tim Hodgson, ancien de Goldman Sachs, ancien conseiller de Mark Carney aussi à la Banque du Canada, profil économique. C'est un gouvernement économique, tout ça. Donc, on va surveiller ces noms-là. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de gens là dont les noms circulent. On s'attend à ce qu'ils prennent de l'ampleur, peut-être 28, 30 ministres. On est à 23 actuellement. Plus nombreux. Il va falloir élargir l'attente un petit peu pour M. Carney cette semaine. Alors, on va surveiller tout ça. Sébastien, entendez-vous des choses? Oui, allez-y. Oui, parce qu'on a l'impression que M. Carney, quand il est arrivé premier ministre, qu'il a succédé à Justin Trudeau, il avait comme un cabinet de guerre. 24 ministres au total, incluant le premier ministre, donc un cabinet relativement petit. Là, il est gouvernement minoritaire. Donc, quand on est gouvernement minoritaire, on veut garder son monde heureux. Comment on garde le plus de monde possible heureux en nommant un nombre relativement élevé de ministres. Alors, est-ce que ça va monter à 28, 29, à 30? On verra. Mais disons qu'il a besoin de garder son monde relativement heureux parce qu'il est à la tête d'un gouvernement minoritaire et qu'il est engagé aussi dans une bataille avec les États-Unis. Donc, il faut être solidaire à l'intérieur du caucus. Puis là, vous vous dites, bon, un premier ministre, ça forme un conseil des ministres. Puis le premier argument, le premier critère pour rentrer au conseil des ministres, c'est la compétence. OK? Donc, en principe, je vous dis, en principe, c'est la compétence qui est le premier critère pour entrer au Conseil des ministres. Mais parfois, il y a d'autres critères qui viennent jouer les troubles faits. La parité, l'égalité entre les hommes et les femmes. M. Carney a promis un Conseil des ministres paritaire. Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que c'est dans la zone paritaire de 40 à 60 de femmes dans son Conseil des ministres?
faudra peut-être jouer sur les mots et voir quelle définition il donne à paritaire. Puis il y a les enjeux régionaux. Louis l'a très bien exprimé. Le gars qui a gagné en Saskatchewan, ben il a peut-être acheté son billet pour le Conseil des ministres en gagnant en Saskatchewan. Puis après ça, il y a ce que j'appellerais les IOU, les dettes que M. Carney peut peut-être avoir envers certains députés qui l'ont appuyé rapidement, qui l'ont aidé dans sa course au leadership, qui l'ont aidé à se faire élire, tout ça. Donc, tout ça entre en ligne de compte dans la confection d'un Conseil des ministres, mais en principe, on espère que c'est la compétence le critère numéro 1. Louis, il était de combien, le dernier Conseil des ministres de Justin Trudeau? Il était à 23 ministres. Ça, c'est pour M. Carney. Mais M. Trudeau, avant? Avant, M. Trudeau, on était à 38, incluant M. Trudeau, si je me souviens bien. Alors, il avait voulu envoyer un signal de cure minceur, Mark Carney, avec son premier cabinet, c'est-à-dire on va être efficace, on va être ciblé, on va arrêter d'être éparpillé. Mais il savait que ça ne durerait pas en même temps. On savait que c'était pas pour longtemps. Puis qu'éventuellement, une fois qu'on est au pouvoir, comme disait Sébastien, les fameux IOU et la représentation régionale, la parité, à un moment donné, il y a une réalité politique qui s'impose aussi, mais il va peut-être faire des déçus aussi, M. Carney. Moi, ce qu'on me laisse entendre, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont se faire tasser, et ça aussi, il va devoir le gérer parce qu'il pourrait y avoir des mécontents. C'est sûr que dans un caucus, ils sont quoi? Ils sont 169 aux dernières nouvelles, là, si je me rappelle bien du décompte. Il y en a probablement 165 qui pensent qu'ils peuvent être ministres. Alors, il y a quelques lucides qui pensent qu'ils ne peuvent pas accéder au Conseil des ministres. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des déçus. C'est de mesurer le degré de déception et quelles conséquences politiques ça peut avoir de faire des déçus. C'est ce que doit mesurer M. Carney. Donc, c'est un travail d'équilibriste, encore une fois. Tout à fait. Mais en même temps, il arrive, il est nouveau, alors il y a peut-être moins de ressentiment que Justin Trudeau aurait pu en avoir à la fin de son mandat, où là, il y a des vieux ressentiments ou des gens qui disent « Bon, mais je n'aurai plus de chance. » Là, c'est un gouvernement naissant. Il y en a qui disent « Bah, peut-être que la prochaine fois, ce sera mon tour. » Donc, il peut jouer là-dessus. Là. Et parlant de Justin Trudeau, est-ce qu'il marque vraiment une cassure avec Justin Trudeau puis il écarte des ministres importants du gouvernement Trudeau? Moi, je pense pas. Je pense qu'il va garder le noyau dur, là, auquel Louis a déjà fait allusion. M. Leblanc, M. Champagne, Joly. Mélanie Joly probablement aussi, certains autres ministres qui étaient extrêmement importants dans son cabinet. Il a peut-être pas tant... Il fallait qu'il marque une cassure avec Justin Trudeau quand il a été élu chef du Parti libéral, quand il était en campagne électorale, mais là, peut-être qu'il peut aller repiger dans... Il n'a pas besoin nécessairement de marquer le coup et de faire cette si importante cassure. Bien, moi, il y en a un que je vais surveiller, c'est Mark Miller, rappelez-vous, qui a été écarté. Qui a été écarté. Parce que il est un ami de longue date de Justin Trudeau, et on s'était dit, bien, peut-être c'est justement parce qu'il était tellement proche du premier ministre Trudeau qu'il a été laissé de côté, on voulait marquer une rupture, mais ce qu'on entend, c'est que M. Miller a pris ça difficilement, le fait de ne pas être reconduit, parce qu'il avait fait quand même un travail difficile à l'immigration, essayer de redresser le navire à ce moment-là, abaisser les cibles d'immigration, etc. Il y a eu un sentiment d'être laissé de côté après avoir fait un travail difficile. Est-ce qu'on va lui retendre la main cette fois-ci? Moi, c'est un signal que je vais surveiller. Est-ce qu'on veut continuer dans cette ère de rupture ou pas? Est-ce qu'on est prêt à revenir peut-être un peu? Ce sera un baromètre intéressant. Ce sera donc mardi matin qu'on va être fixé là-dessus. Au Québec, Sébastien, nouvelles hostilités entre le gouvernement Legault et les médecins. Oui, et qui a raison? Ça fait 20 ans que je couvre ces affaires-là de match de ping-pong entre les médecins et le gouvernement. Ce qu'on veut, nous, comme patients ou comme contribuables ou comme citoyens, c'est que ça marche. Alors, est-ce qu'on doit saluer le fait que le gouvernement essaie une ultime tentative pour que ça marche en jouant sur la rémunération des médecins? Est-ce que c'est vraiment la rémunération des médecins qui est le problème? Parce que les médecins disent, c'est pas une question de rémunération à l'acte, là. Le chick-a-chick, chaque fois que vous allez voir un médecin, c'est codifié selon l'acte médical qu'il pose envers vous, puis il reçoit un montant d'argent. C'est plutôt le fait qu'on manque de bras dans le réseau de la santé. C'est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, M. Amiot, qui disait, c'est comme si tu signes un contrat avec un joueur de hockey, puis tu dis, je vais te payer tant si tu marques 20 buts, mais que tu lui donnes pas de bâton, tu lui donnes pas de gants, tu lui donnes pas de patin, puis tu lui donnes pas de rondelle. Comment veux-tu qu'il marque des buts? Alors, voyez le débat qu'il y a. Je pense que fondamentalement, il y a une tentative pour le gouvernement d'améliorer les choses parce qu'il constate que la prise en charge des patients n'est pas au rendez-vous. Mais il y a aussi l'aspect politique, c'est-à-dire l'horloge fait tic-tac,
l'échéance électorale arrive, le gouvernement va être jugé sur ses résultats et il a besoin de résultats en santé parce qu'il a promis des résultats en santé. Oui, il a promis un médecin de famille pour tous les Québécois, finalement. Là. Bien, c'est ça, c'était la promesse originale. Là, ça a été dilué par accès à un professionnel de la santé. Là, c'est accès à un milieu de soins. Donc, vous voyez, plus les années passent, plus ça devient une espèce de peau de chagrin, cette affaire-là. Mais l'idée, c'est d'avoir un groupe de médecins, un groupe de santé, un milieu de soins, où il peut y avoir un physiothérapeute, un pharmacien, un ergothérapeute qui vous prend en charge. C'est pas nécessairement un médecin que vous allez voir, mais plutôt un professionnel de la santé qui va être capable de vous soigner. Ou les IPS aussi qui sont dans ce Voilà, réseau-là. les super infirmières. Ouais. On a parlé beaucoup aussi de Maisonneuve-Rosemont depuis quelques semaines. Là, ça s'est réglé, ou en tout cas, on sait que ça va aller de l'avant. Puis il y a eu l'appel d'offres qui est lancé pour le stationnement, qui est la première étape, Sébastien. Oui, ça a quand même été assez vite parce que finalement. Cette semaine, on a annoncé qu'on trouvait les fonds nécessaires pour le stationnement. Puis hier en après-midi, ils publiaient l'appel d'offres. Donc, le principe du stationnement, c'est qu'il faut construire un stationnement à étage à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour dégager le stationnement actuel, puis éventuellement construire un nouvel immeuble sur le stationnement actuel. Alors, l'appel d'offres parle de travaux qui pourraient commencer au mois d'août, là, entre le 4 et le 29 août, si je me rappelle bien, échelonnés sur 77 semaines. C'est comme ça que c'est libellé dans l'appel d'offres. Ça veut dire autour de 18 mois. Donc, on s'attend à ce que le stationnement soit construit d'ici 18 mois. Et là, le gouvernement dit, à partir du moment où on part comme ça, on a le bras dans l'engrenage, puis l'hôpital va se construire. On a mis les sommes de côté pour commencer les travaux de l'hôpital l'année prochaine. Mais il y a des sceptiques dans la salle parce que ça fait tellement souvent, tellement longtemps que les gouvernements nous disent que cet hôpital-là va être reconstruit qu'ils vont le croire quand ils vont le voir. Puis le voir, ça veut dire voir une pépine en train de creuser un trou dans l'actuel stationnement pour construire un nouvel immeuble. Ouais. Mais la volonté politique est là. Le gouvernement nous dit que l'argent est là. Reste maintenant à ce que ça se concrétise véritablement. Mais le stationnement, ça commence cet été. L'hôpital, ça commencerait. On va parler au conditionnel l'an prochain. Il y a des attentes dans tellement de régions. Je me permets d'intervenir dans celui-là. Oui. Mais moi, j'habite la région de l'Outaouais, puis ça fait déjà des années aussi qu'on parle d'un nouvel hôpital, par exemple, en Outaouais, une région qui est très, très mal desservie du point de vue de la santé publique, de la santé des hôpitaux. Et on dirait que, je ne sais pas si Sébastien, vous êtes d'accord, mais il y a des attentes aussi dans plein de régions où il y a des problèmes d'infrastructure, etc. Et on dirait que ça fait beaucoup augmenter la pression sur le gouvernement. Et on a l'impression qu'on est dans les cas qui sont pires, mais il y a aussi des attentes qui sont très élevées dans d'autres régions du Québec. Oui. Puis je me demande si à terme, quel impact ça peut avoir pour les élections qui s'en viennent en 2026, parce qu'il y a plein de choses qui vont prendre du temps encore, là. Il y a un effet politique, certainement. Puis c'est pour ça que M. Legault s'est un peu entêté à vouloir protéger les projets dans les régions. Parce que lui, il a des députés qui viennent le voir puis qui lui disent « C'est pas vrai que tu vas déshabiller mon hôpital pour lequel tu as promis des sommes pour aller habiller l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. » Alors, il y a cette pression-là à l'intérieur du caucus de François Legault. Il y a la pression politique aussi d'avoir promis des hôpitaux, donc des gens qui ont des attentes dans les régions que leur hôpital va se faire. Puis on en est rendu à gratter les fonds de tiroir pour trouver de l'argent pour la santé. Ouais. La santé, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres dépenses du gouvernement? Réfection d'école, nouvelles routes, investissement dans l'économie. Le gouvernement est coincé en ce moment financièrement. Ajouter la cerise sur le sundae, la décote. La décote, ça va lui coûter... ben oui, c'est ça. Ça va lui coûter plus cher pour emprunter de l'argent s'il veut se lancer dans des projets d'infrastructure. Bref, il est coincé. Et c'est extrêmement difficile et ça va marquer les derniers 18 mois de ce mandat du gouvernement de la CAQ, la difficulté financière pour trouver l'argent nécessaire pour faire ce qu'on veut faire. Oui, parce que la santé, mais l'éducation, il y a des projets d'école aussi dont on a besoin. Puis ils sont tous importants, les projets, on s'entend? C'est la même chose. J'aimerais vous entendre sur notre nouveau pape, le nouveau pape, devrais-je dire, Léon XIV. Est-ce que Mark Carney, Louis, va aller à sa grande messe là, au Vatican? Ce qu'on nous explique, c'est que la décision finale n'est pas prise, mais il y a certainement un intérêt. Le bureau du premier ministre songe à envoyer le premier ministre sur place. Comprenez que c'est un catholique pratiquant, ça lui tient à cœur, M. Carney, et il n'avait pas pu se rendre aux funérailles du pape François. Parce que c'était en campagne.
Ben oui, c'était le dernier Oui, week-end. mais il rappelez-vous. avait hésité. Il me semble que ça avait pris Oui. quelques jours. Oui, avant oui, qu'il nous dise, ça a on pris y va quelques pas. jours. Il avait envie d'y Il voulait aller, en tout cas. Mais il y a des conseillers qui nous disaient on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Ils voulaient absolument le garder sur le champ de bataille électoral parce que vous êtes dans les derniers kilomètres de la campagne et ça aurait l'air de quoi d'aller faire un voyage comme ça à l'étranger. Mais cette fois-ci, ça serait une occasion pour lui d'ajouter une visite officielle dans son horaire quand même déjà très chargé, mais de rencontrer aussi peut-être des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui vont être sur place également. Donc, il y a un exercice peut-être de relations intergouvernementales à faire avec ça, mais on ne l'a pas écarté. Puis c'est le 18 mai, c'est la fin de semaine, pas qui vient, mais la suivante. Donc, il y aura une fenêtre potentiellement pour lui à y aller entre son nouveau Conseil des ministres et le discours du éventuellement trône. le Ben discours oui. du trône le 27 mai avec le roi Charles qui va débarquer. C'est là qu'on avait vu la rencontre entre Donald Trump et le président Zelensky, entre autres en marge, donc des chefs d'État et de gouvernement qui seront là. Est-ce que François Legault pourrait y aller? J'ai posé la question. Sébastien? J'ai posé la question il y a quelques minutes. On m'a dit c'est trop tôt, on n'est pas rendu là. OK. Mais rappelez-vous que la dernière fois, au funérailles, il n'est pas allé. Martine Il avait Biron était là. Martine Biron, puis vous savez Elle qui a il parlé avait à qui? croisé? Monsieur Trump. Exactement. Il lui avait dit Québec, Canada, on va s'arranger avec vous, on va We'll faire make des a choses deal. avec vous. On va faire un Oui, deal. c'est ça. Ah ouais. Alors, ça a créé un certain émoi du genre, mais M. Trump parle spécifiquement du Québec ou il parle du Canada, mais bref, il peut y avoir ce genre de rencontre fortuite. C'est d'ailleurs ce que M. Legault avait fait quand il était allé, je me rappelle plus À c'était Notre-Dame où, de mais Paris, non? à Notre-Dame de Paris. Avec voici. M. Trump? Il avait croisé M. Trump à ce moment-là, puis entamé une petite conversation. Donc, c'est bon quand même en termes de rencontres pour les deux politiciens, non, Louis? Oui, puis surtout, prenez un M. Carney, il veut se rapprocher des Européens en ce moment, des Français, du Royaume-Uni. Ouais. Il veut s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement militaire. Évidemment, on est à une messe inaugurale. On va peut-être pas parler d'avions de chasse ou je ne sais trop, mais reste que ça permet d'établir encore une fois des rapports interpersonnels, parfois entre certains chefs de gouvernement ou de diplomates étrangers aussi qui sont là. J'aimerais vous entendre sur un dernier sujet, puis après ça, on va se laisser, mais on pourrait continuer comme ça pendant une heure. Doug Ford, cette semaine, en marge de ce conseil de la Fédération, qui a décoché une flèche envers Justin Trudeau, puis il a lancé un message aussi à Mark Carney pour qu'on fasse davantage plaisir, peut-être entre guillemets, là, à l'Alberta et à la Saskatchewan. Ça pourrait passer par le Conseil des ministres, ça aussi, Louis, vous pensez? C'est clair que ça va être le défi intérieur de Mark Carney pour les prochaines années. C'est les tensions dans la fédération, c'est l'unité entre les provinces au moment où le Canada fait face à une crise avec les États-Unis. Et là, on a l'impression qu'on est un peu dans un party de famille. Et le ton commence à monter à un bout de la table. On a vu Mme Smith cette semaine qui brandit cette menace de référendum. On a M. Ford, lui, qui est un peu entre les deux, qui dit ben là, le Québec va devoir laisser un oléoduc passer sur son territoire pour faire plaisir aux provinces de l'Ouest, alors qu'il, lui, essaie de s'installer un peu comme médiateur là-dedans. Alors, on ne veut pas que ça vire en chicane. On veut essayer de garder la discussion la plus civilisée. Et c'est important, et c'est le plus grand défi, ça, pour Mark Carney, garder l'équipe des premiers ministres unis s'il veut accomplir ce qu'il veut faire, c'est-à-dire faire tomber les barrières au commerce, qu'il y a des grands projets d'intérêt national comme potentiellement un pipeline qui aille de l'avant. Mais s'il veut rester fort dans sa négociation avec Donald Trump, il doit s'assurer que le pays reste uni derrière lui. Alors, vous voyez, il y a tout un équilibre qui va dépendre beaucoup des prochains mois puis de sa relation avec les premiers ministres au cours des prochaines semaines. Il y a d'ailleurs une rencontre en personne qui s'en vient le 2 juin en Saskatchewan. Première fois en 40 ans, d'ailleurs, que ça se passe dans cette province-là, cette rencontre des premiers ministres. Il veut envoyer un signal aux prairies, il veut envoyer un signal aux provinces de l'Ouest, c'est-à-dire je suis là, je vous écoute, mais c'est tout un défi diplomatique intérieur qu'il a, M. Carney, sur son assiette, et ils le savent. Ils travaillent fort là-dessus. Sébastien? Ouais. Il joue sur la symbolique pas mal, hein, Mark Carney. La Saskatchewan, la première fois en 40 ans, le roi Charles pour le discours du trône à la Chambre des communes. Il y a des symboles comme ça pour lesquels il insiste. Une chose sur les oléoducs et le Québec. Doug Ford, donc, vous l'avez dit, il a envoyé un message à François Legault que les oléoducs devraient pouvoir passer sur le territoire du Québec. François Legault a toujours dit, on est ouvert, mais il faut de l'acceptabilité sociale. La question, c'est comment on définit l'acceptabilité sociale? Est-ce que c'est les gens de la région touchés par le passage du projet qui décideront? Est-ce que c'est l'ensemble du Québec qui décidera? Comment on mesure l'acceptabilité sociale? Est-ce qu'on fait un référendum sur le projet? Alors, c'est bien beau de dire ça prend de l'acceptabilité sociale, mais il y a toutes sortes de questions qui se posent autour de l'acceptabilité qui semblent être plus favorables de façon générale pour des projets comme ceux d'oléoduc ou de pipeline. Reste à savoir maintenant si ça va se maintenir dans le temps.
Et puis là, tout le monde cite le même sondage là, qui est sorti, qui disait qu'à peu près 70 des Québécois sont d'accord. Est-ce que c'est assez, ça, pour mesurer l'acceptabilité sociale? Mais si les gens dans la région s'opposent, mais que l'ensemble des Québécois est d'accord, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Il faut peut-être négocier, puis c'est pas fait. Il faut qu'il y ait aussi un promoteur qui soit intéressé à faire ce projet-là. Donc, c'est bien beau, mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. On va s'en reparler. Louis-Sébastien, merci beaucoup. Grand plaisir. Au revoir. Salut. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.